Allez, ok, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Solution MySQL, solution de haute disponibilité pour MySQL. Alors oui, je me présente rapidement, Olivier Dasini, dans l'écosystème de MySQL depuis pas mal d'années maintenant. Ce qu'il faut retenir de cette présentation hyper rapide, c'est vous pouvez rester connecté, notamment sur Twitter, @FreshDaz, et puis sur mon blog de vulgarisation des technologies MySQL, dasini.net/blog en et /fr. D'ailleurs, la présentation sera également disponible sur mon site dasini.net/blog/fr dans la partie fr du site. Au programme du jour, alors une petite introduction classique, pourquoi MySQL, assez rapide. On va également définir un peu la haute disponibilité, là aussi assez rapidement, mais c'est pour avoir quelques points clés. Et puis on va présenter les principales solutions. Achat MySQL. Alors, pourquoi MySQL? Alors, comme vous le savez, MySQL, c'est la base de données open source la plus populaire au monde. Ça, c'est pas nouveau. Alors, si vous nous suivez régulièrement, là encore, je suis désolé, mais c'est c'est le même slide de présentation. Mais l'idée, c'est que donc on a la chance d'être utilisé dans vraiment pas mal de contextes, use cases assez différents. Donc, le web, évidemment. Là, on est, pour ainsi dire, la base de données leader, mais dans des applications d'e-commerce, de SaaS, essentiellement dans des applications plutôt orientées au LTP. Comme vous le savez, SQL est une base de données relationnelle, ACID compliant, crash recovery, tout ce qui va bien, etc. Ce que je vais ressortir de ce slide-là, donc à part les grands noms que vous connaissez tous, qui sont utilisateurs ou clients de MySQL, ce qui revient le plus souvent, c'est alors déjà la simplicité d'utilisation. Ça, c'est important. Les performances, les très bonnes performances qu'on a. Et puis voilà, et notamment tout ce qui est scalabilité, etc. etc. Le contexte de ce webinaire, alors, parmi notamment les grands clients, donc, ils utilisent MySQL également dans un contexte de achat, essentiellement lié à la réplication. D'ailleurs, on reviendra dessus juste par la suite. Alors, la haute disponibilité. La haute disponibilité, l'idée, c'est que les applications puissent tourner autant que faire se peut, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'idée, c'est de minimiser les temps d'arrêt, en fait, tout simplement. Il y a un certain nombre de facteurs liés à la haute disponibilité. Alors là, on va se concentrer sur la haute disponibilité au niveau des données, au niveau de la base de données, évidemment. Mais il faut voir ça comme une chaîne, évidemment. Et l'idée, c'est pas juste d'avoir une base de données hautement disponible. Il y a également d'autres éléments, les autres éléments de la stack, en fait, doivent être également hautement disponibles. Mais aujourd'hui, on va, pour nous, se concentrer sur la partie data. Au niveau donc de la base de données, il y a un certain nombre de choses en fait qu'on va rechercher pour la rendre hautement disponible. Ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que en fait, c'est pas trivial, c'est pas forcément trivial. Donc, ouais, c'est pas forcément trivial. Donc, dans l'introduction, en fait, je montrais parmi quelques grands noms comme Facebook, les YouTube, etc., etc. Un certain nombre d'entre eux donc, ont des architectures de haute disponibilité MySQL basées sur la réplication asynchrone MySQL, mais ça, en fait, ça, il faut voir ça comme une brique primaire, et ils ont donc dû développer un certain nombre de technologies au-dessus, en fait, pour avoir une vraie solution hautement disponible. Voilà, mais j'en dirai un petit peu plus par la suite, juste après. Parmi les informations importantes également à avoir en tête, c'est les causes en fait de panne, hein. Donc là, c'est une étude qui date de 2015, Gartner. Mais en fait, ce qu'on retient de ce camembert, de ce joli camembert, c'est que 40%, plus 40%, 80% en fait des causes de panne sont liées directement ou indirectement à l'activité humaine. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est que dans une volonté de disponibilité, on va essayer de réduire les activités humaines, donc par de l'automatisation, en fait, tout simplement. On va essayer d'automatiser un certain nombre de choses, un maximum de choses, pour réduire, parce que, en tant qu'humain, en général, on est bien souvent le maillon faible de la chaîne. Et puis, pourquoi la haute disponibilité, c'est important? Parce que ça a un coût, parce que ça a des coûts.
Alors, c'est différents types de coûts, ça dépend du contexte, mais ça peut être en termes de revenus, en termes de réputation, et cetera, et cetera. Donc l'idée, c'est que la haute disponibilité, ça coûte quelque chose et donc du coup, en en pendant, on mettra en face une architecture qui est, pour limiter ces risques, en fait, pour limiter ces coûts. OK. Alors, toujours quand en parlant de la haute disponibilité et donc là, notamment plus de façon beaucoup plus spécifique sur la base de données. En général, les architectures, de haute disponibilité de base de données se basent sur de la réplication. Voilà, au sens large du terme. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que j'ai plusieurs instances, de mes données, en fait, et mes informations vont être répliquées, d'une instance à une autre. Donc ça, c'est le principe général. Dans MySQL, en fait, on a plusieurs modes. Donc là, on descend un petit peu plus, pardon, un petit peu plus dans les détails. Mais on a plusieurs modes. Qui vont de l'asynchrone à synchrone, en passant par semi-synchrone et virtuellement synchrone. Donc je ne vais pas forcément détailler tous ces différents modes-là, mais on verra en fait les solutions qu'on a et qui implémentent tout ça. Donc déjà, on peut dire que au niveau de la réplication asynchrone MySQL classique, on peut faire donc de l'asynchrone évidemment et de semi-synchrone. On a de l'autre côté du spectre une solution totalement synchrone qui s'appelle MySQL NDB Cluster, on y reviendra. Et puis on a entre les deux en fait MySQL InnoDB Cluster avec groupe application qui permet finalement de faire en gros de la synchrone en quelque sorte jusqu'au synchrone. On détaillera ça par la suite. Mais alors, donc, en fait, chacune de ces architectures-là a des avantages, des inconvénients. C'est essentiellement lié à la, à, on va dire, à la latence et puis à la notion de cohérence au niveau du cluster, cohérence globale au niveau des nœuds du cluster. Donc, première solution que je veux présenter, c'est MySQL InnoDB Cluster. Donc, MySQL InnoDB Cluster, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est trois composants. MySQL Group Application, MySQL Router et MySQL Shell. Donc, on va détailler ces différents composants. Mais l'idée, en fait, de InnoDB Cluster, c'est de fournir une solution built-in, une solution tout en un de haute disponibilité pour vous, pour les utilisateurs, pour les clients. Donc, c'est des différents composants faits par nous, qui sont testés, qui sont packagés. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une solution clé en main pour avoir une architecture hautement disponible MySQL, facile à utiliser. Donc ça, c'est vraiment parmi, on va dire, les prérequis, enfin les prérequis, ce qu'on recherche le plus important pour nous, c'est, je vais y arriver, que la solution soit facile à utiliser et puis également flexible et moderne. On peut donc faire du relationnel, évidemment, mais également, on a une API NoSQL pour faire du document store, etc. etc. Ça reste open source, évidemment, et puis donc on a évidemment disponible dans le package d'entreprise. Alors, pour montrer une image un peu la vue d'oiseau en fait du package, de la solution InnoDB Cluster. Donc, on a la solution groupe application. Je détaille les différents composants qui est par là. On a l'application en fait qui va se connecter au cluster en passant par un des composants qui s'appelle le routeur. Et puis, on a le troisième composant, le MySQL Shell, qui va me permettre de créer le cluster, de configurer les nœuds, de déployer, d'ajouter, de retirer les nœuds. Donc, tout ce qui est orchestration, gestion du cluster, je peux le faire avec le Shell. Ça, c'est mon cluster à ce niveau-là. Donc, deuxième composant. Et le troisième composant, c'est le routeur qui fait le lien entre mon applicatif et les données donc, qui sont dans mon cluster. Alors, détaillons les différents composants. Je vais commencer donc par MySQL Group Application. Donc, l'idée, en fait, de MySQL Group Application, donc alors pour la petite histoire, c'est basé sur Paxos, qui est une variante de Mencius. C'est disponible depuis la version 5.7. Donc, on peut faire du groupe application de l'InnoDB Cluster en 5.7. On peut le faire en 8 et on conseillera de le faire en 8, évidemment. Mais si vous n'avez pas le choix, vous pouvez également déjà le faire en 5.7. C'est disponible sur toutes les plateformes supportées par MySQL, Linux, Windows, Solaris, FreeBSD, OS X, etc. GPL. Donc, l'idée, en fait, de groupe application, donc le composant database cluster de la solution InnoDB Cluster, c'est de pouvoir faire du single ou du multi-source. Donc, je peux être en mode
j'écris que dans un seul nœud. Je peux également faire ce qu'on appelait le multimaster, le multiprimaire, donc écrire en parallèle sur plusieurs nœuds à la fois. Ça, c'est supporté. Et si j'ai ce besoin-là, bah, c'est la solution à utiliser. Pourquoi? Parce que notamment, j'ai de la détection et de la résolution de conflits. Donc un conflit, c'est si j'écris sur plusieurs nœuds en parallèle, sur le même enregistrement de la même table, le cluster va pouvoir s'en sortir. Il va détecter les conflits et il va les gérer. OK? Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, plein de choses. L'idée, en fait, c'est que donc c'est du clustering, j'ai pas de SPOF déjà. J'ai, la possibilité, en fait, de faire des mises à jour online. L'idée, en fait, et c'est vraiment un point important de la solution groupe Replication, c'est que j'ai du database failover automatique, c'est-à-dire que j'ai une notion donc de primaire, secondaire, comme on appelait avant maître-esclave. Donc le primaire, c'est lui qui accepte les écritures, les secondaires, n'acceptent que les lectures. Si le nœud qui a le rôle primaire tombe, automatiquement, un des nœuds secondaires va être promu nouveau primaire. Donc ça, c'est automatique, c'est géré par la solution et j'ai rien à faire à ce niveau-là. OK. Alors, comment ça marche? En fait, c'est vraiment simple. C'est un plugin à activer. Donc, en gros, en activant ce plugin-là, je transforme mes bases de données MySQL standalone en une base de données distribuée, en fait. Voilà, je peux le dire comme ça. Au niveau des caractéristiques, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais comme je le disais tout à l'heure, dans tous les détails, mais comme je le disais tout à l'heure, donc le mode par défaut, en fait, c'est la notion de single primary. Donc quand j'ai créé mon cluster, j'ai un seul des nœuds qui accepte les écritures, les autres nœuds sont en mode lecture seule, donc des secondaires. Donc ça, c'est le mode par défaut. Et en gros, ça match ce qu'on connaît de la réplication asynchrone classique. Donc mon application va se connecter à ce nœud-là en passant par le routeur si j'utilise le routeur pour faire les requêtes d'écriture. Mes requêtes de lecture, je vais les faire également sur ce nœud-là. Mais si je veux scaler mes reads, par exemple, je peux également utiliser les nœuds secondaires pour y accéder en lecture. C'est nécessaire. J'ai la possibilité, donc après, là, on parle vraiment d'une base de données distribuée, donc j'ai la possibilité de gérer les rôles, donc d'élire un nouveau nœud primaire à la volée, donc j'ai les commandes pour le faire. J'ai également des notions de poids. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai une notion donc de database, automatique database failover, donc un des nœuds secondaires va être élu nouveau primaire en cas de crash du primaire. Donc j'ai la possibilité également de choisir avec des poids pour dire je veux que ce soit plutôt ce nœud-là que l'autre nœud, etc., etc. J'ai également la possibilité, ça aussi j'en ai parlé tout à l'heure, de faire du multi-primaire. Donc là, donc c'est pas le mode par défaut, mais là l'idée c'est de dire que tous les nœuds peuvent accepter les écritures en même temps, en parallèle en fait. Donc ça, et voilà, et comme je le disais également, avec la notion de gestion de conflit. Donc ça, encore une fois, si j'ai besoin de faire du multi-primaire, du multimètre, la solution à utiliser, c'est celle-là, parce que notamment, j'ai de la détection et la résolution de conflits. Euh, alors, j'en ai parlé très brièvement. Mais ce que j'ai également d'intéressant, donc c'est la solution est vraiment très, très flexible. Dans Groupe Réplication, j'ai également la possibilité de gérer le niveau de cohérence en fait de mon cluster. L'idée, c'est que par défaut, je suis dans un mode dit Eventually Consistency. Donc, en termes de latence niveau applicatif, en général, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. En tout cas, c'est le mode par défaut. Mais si jamais je veux avoir une base de données distribuée totalement, comment dire ça, avec un niveau de cohérence beaucoup plus élevé. Donc, c'est notamment intéressant dans les cas aussi où je fais du read-write splitting, donc où je vais écrire sur le primaire et lire ailleurs, donc sur les secondaires par exemple. Dans ces cas-là, en fait, j'ai différentes. Donc, je peux paramétrer en fait pour faire en sorte que mes lectures, alors soit sont dans un mode eventually consistency, donc je ne suis pas sûr d'avoir la dernière transaction à jour, ou si je veux à tout prix être sûr que la dernière transaction à jour soit lue sur le secondaire, donc je peux également me mettre avoir un niveau de cohérence beaucoup plus élevé. Donc c'est totalement paramétrable et en fonction de mon application, en fonction de mes besoins applicatifs, je peux choisir le mode de cohérence qui m'intéresse, qui me sied.
Une autre fonctionnalité également super intéressante, c'est la notion de clone. Donc là, l'idée du clone, c'est de pouvoir, provisionner des nœuds de nouveaux nœuds très facilement. Donc quand je vais rajouter un nœud, en fait, j'ai la possibilité, en fait, de faire qu'automatiquement, il se clone à un autre nœud pour avoir les données, en fait, tout simplement. Donc je rajoute un nouveau nœud, j'ai besoin d'agrandir mon cluster, par exemple. J'ai pas besoin de prendre une sauvegarde, de la restaurer, et cetera, et cetera. Je rajoute le nœud et automatiquement, il va pouvoir se cloner à un des autres nœuds pour être à jour et puis, voilà. Donc ça, j'ai toutes ces fonctionnalités-là qui sont embarquées dans la solution, qui rendent la gestion, en fait, du cluster, très, très simple et plutôt agréable. Alors, j'ai également d'autres fonctionnalités. Encore une fois, l'idée d'aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans toutes les fonctionnalités, mais j'ai également des paramètres, en fait, pour le dire assez rapidement, qui vont me permettre, d'avoir un cluster utilisable dans des réseaux qui sont pas forcément, qui ont pas forcément une latence optimale ou qui ont pas forcément, un mode de fonctionnement optimal, style Flaky Network. La sécurité qui est également un élément très, très important. J'ai également des notions liées à la sécurité. Donc je peux restreindre les nœuds qui peuvent, faire partie du cluster. J'ai également la possibilité de chiffrer les connexions entre les différents nœuds. Voilà. Donc là, j'ai présenté comment dire? Le composant MySQL Group Application de la solution InnoDB Cluster. Ce que j'ai pas dit, mais qui est important également, c'est que Groupe Application, je peux l'utiliser tel quel. Donc, je peux utiliser tout le package. Donc, on verra les deux autres éléments du package juste après. Mais je peux également utiliser la solution Groupe Application telle quelle, sans utiliser le routeur, sans utiliser le shell. Je reviendrai sur ça par la suite. On verra quel est l'intérêt d'utiliser que le Groupe Application ou tout le package. Parmi les prérequis principaux, alors c'est la solution qui s'appelle InnoDB cluster, donc basé sur groupe application. Donc le moteur de stockage doit être en InnoDB. Mes tables doivent avoir une clé primaire. Et puis, je parlais du réseau juste avant. Comment dire, meilleur, plus faible est la latence, meilleur c'est pour le réseau, parce qu'on parle bien de base de données distribuée. Il y a des notions comment dire, de synchronité, de synchronisme, en fait, de synchrone, pardon. Donc voilà, plus la latence est faible, évidemment, mieux c'est pour le cluster. Alors, un petit récapitulatif donc, du composant groupe application, donc le moteur de stockage InnoDB. On est dans de l'architecture Share Nothing, pour ceux à qui ça parle. Au niveau la cohérence du modèle, comme je le disais, c'est paramétrable en fait. On va de eventually consistency, mais si j'ai besoin d'une cohérence beaucoup plus forte, c'est possible également, comme on l'a vu. J'en ai parlé également rapidement. Je peux faire du relationnel classique, du SQL évidemment, mais je peux également être dans un mode document store, JSON Document Store, si nécessaire. Je peux également être dans un mode hybride, hein, donc faire les deux en même temps. Database failover automatique, donc ça c'est vraiment important. Il n'y a pas besoin d'ajouter une surcouche pour pouvoir faire l'application pointée sur autre chose, etc. C'est géré par la base de données. C'est supporté sur toutes les versions, tous les OS supportés par MySQL. Et puis c'est super simple en fait, ça c'est également une grande force, c'est super simple à gérer. C'est super simple à gérer, notamment par l'intermédiaire du package InnoDB Cluster. Donc là, on a vu le premier composant groupe application. Donc les deux autres composants qui nous manquent à voir pour le package InnoDB Cluster, c'est le MySQL Shell et le MySQL Router. Donc le MySQL Shell, alors je pense, ou j'espère en tout cas que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment quelque chose à installer et à connaître. C'est un client texte MySQL, mais qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que le client texte MySQL classique. Donc là, c'est quelques-unes de ces fonctionnalités. Mais l'idée, c'est que je vais pouvoir faire donc du SQL, hein, donc manipuler mes données en SQL classiquement, comme je le fais avec d'autres clients. Mais je peux également manipuler mes données en JavaScript, en Python. J'ai également des utilitaires pour importer des données, pour faire des dumps, pour restaurer des dumps de façon parallèle, chiffrée, etc. etc. J'ai également un utilitaire pour aider à la migration d'une version MySQL vers une autre. Donc, j'ai pas mal de fonctionnalités. Mais dans le cadre de la haute disponibilité, et notamment dans le cadre de InnoDB Cluster, ce qui va nous intéresser, c'est que j'ai un mode, j'ai un objet en fait qui s'appelle DBA, et cet objet-là en fait contient un certain nombre de fonctions. Et ces fonctions-là vont me permettre
de créer mon cluster, de le gérer, de l'orchestrer, en fait, tout simplement. Donc, pour le dire autrement, le composant groupe application qu'on a vu juste avant, comme on l'a vu, hein, c'est un plugin à activer. J'ai de la configuration à faire, donc je peux le faire manuellement. Ça marche, hein, il n'y a pas de souci. Là, l'idée, en passant par le shell, c'est que j'ai plus d'action manuelle à faire. Je vais utiliser des fonctions pour pouvoir configurer mes nœuds. J'ai une commande, voilà. J'ai également un petit exemple, des commandes pour pouvoir créer mon cluster. Donc là, un petit exemple hyper rapide. Je me connecte avec MySQL Shell à mon premier nœud, alors qui n'est pas encore un nœud, hein, mais qui va devenir mon premier nœud, donc à cette instance-là. Je fais donc dans DBA la commande create cluster. Voilà, je lui donne un nom, et puis après, j'ajoute des nœuds. Donc en fait, à minima, pour créer un cluster, j'ai besoin de deux commandes, create cluster et add instance, et j'utilise la add instance 2 fois. Voilà, j'ai mes trois nœuds minimum, et là, j'ai créé un cluster. Là, je peux voir mon cluster, je peux rajouter des nœuds, je peux retirer des nœuds, etc. etc. Donc l'idée, en fait, c'est que le MySQL Shell va me simplifier la gestion de mon cluster, de mon groupe application. Donc ça, c'est le composant MySQL Shell. Et puis le routeur, on l'a abordé assez rapidement, mais l'idée, c'est vraiment, il faut le voir comme un proxy. L'idée, c'est que, comme on a vu, les différents nœuds ont différents rôles, notamment primaire, secondaire. Donc le mode par défaut, j'ai un primaire, les autres nœuds sont secondaires. Et l'application, pour écrire les transactions, elle doit savoir sur quoi taper. C'est le rôle du routeur. Le routeur aura la cartographie du cluster en temps réel, et l'application, donc, elle va se connecter au bon nœud, voilà, en passant par le routeur. Donc l'application, elle, en gros, la base de données, c'est le routeur. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, s'il y a 3 nœuds, 2 ou 9. Et ça, ce n'est pas son problème. Elle voit que le routeur, elle passe par le routeur, et c'est le boulot du routeur de router les informations sur le bon nœud. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est le package InnoDB Cluster. L'idée, c'est que si j'ai besoin d'une solution tout en main, clé en main, de disponibilité, avec database failover automatique, je n'ai pas à gérer voilà, c'est les gestions des rôles, des nœuds, etc. InnoDB Cluster, c'est tout le package. Comme je le disais, j'ai également la possibilité d'utiliser que le groupe application, si je veux, donc avec mon proxy préféré. Donc ça peut être du HAProxy, ça peut être du proxy SQL, ça peut être du F5 ou ce que je veux. Et puis, je peux utiliser le shell ou pas pour gérer le cluster. Donc, j'ai cette possibilité-là. Alors, quand je parle de InnoDB Cluster, donc c'est le package tout en un, c'est pour faciliter l'emploi. Ça va correspondre pour la plupart des utilisations, mais si vous avez des utilisations un petit peu spécifiques, ça peut avoir du sens de prendre que le groupe application et d'utiliser son proxy préféré, et puis de gérer le cluster soit par l'API SQL ou soit de le gérer avec le shell. Donc en fonction des besoins, en fonction de votre cas particulier, le plus simple, c'est de partir sur le package qui contient donc ces 3 composants, d'utiliser tel quel. Et si vous avez des cas un peu particuliers, la possibilité d'utiliser le groupe application et éventuellement le shell pour créer, administrer le cluster, et puis entre les deux, votre proxy préféré. Ok, donc pour résumer, j'ai déjà résumé, hein, ouais, c'est tout. Alors, comme je disais, là encore, ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue utilisateur, c'est que c'est un package, tout en un produit, tout est testé ensemble, tout est fait ensemble et tout, etc. Et voilà, prêt à l'emploi. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question relative à Clone. Oui, disponible avec la Community Edition, tout à fait. C'est disponible en 8.0. Tout à fait. OK, donc ça, c'est le MySQL InnoDB Cluster pardon, qui utilise la technologie MySQL Group Application. On a un autre package, en fait, qui s'appelle MySQL InnoDB Replica Set. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, si vous ne connaissez pas InnoDB Replica Set, voilà, vous êtes au bon endroit pour savoir ce que c'est. Mais en tout cas, je suis persuadé que vous connaissez la technologie sur laquelle ce package est basé. C'est la réplication asynchrone MySQL classique, donc c'est MySQL Application. Donc là, en fait, on a un schéma qui ressemble beaucoup au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a le routeur, c'est le même que tout à l'heure. Il y a le MySQL Shell, c'est le même que tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, j'avais du groupe réplication. Là, j'ai MySQL Application. Donc, MySQL InnoDB Replica Set, en fait, c'est le package prêt à utiliser tout en un. Donc, en gros, c'est la même idée qu'on a vue juste avant, mais
pas pour groupe application, mais pour MySQL Application, pour la version MySQL Application asynchrone. OK. Alors, alors oui, ça va utiliser le GTID, je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure dessus. Mais l'idée qu'il y a derrière ça, c'est vraiment quick and easy. C'est la réplication MySQL, donc c'est là depuis le début, depuis plus de 20 ans, hein. Alors, elle a évolué évidemment depuis, mais le principe de base est resté le même. OK. Donc c'est connu, c'est plus que connu, c'est plutôt simple à mettre en œuvre. Là, on franchit une étape supplémentaire dans la simplicité et l'idée, c'est encore une fois avec, les mêmes arguments que j'ai donnés tout à l'heure, notamment grâce au shell, de pouvoir mettre en place une architecture de réplication, ce coup-ci, très simplement, de pouvoir l'orchestrer, la gérer avec le shell. Et puis, si au niveau de mon application, pour me connecter sur le primaire, j'ai le routeur en fait qui me permet d'avoir d'autres solutions que les solutions classiques qu'on utilisait avant. Ce qu'il faut rajouter, donc ça, c'est le même chose qu'on a vu. Donc ouais, au niveau de la vue d'oiseau, hein, ça ressemble étrangement au schéma que j'ai montré tout à l'heure. OK, la seule principale différence, c'est que, au lieu d'avoir du groupe application, j'ai de la réplication asynchrone MySQL, classique, MySQL Application. OK, donc ça, c'est pareil. Alors, c'est disponible à partir de 8.0.19, donc ça, c'est que pour MySQL 8.0.19. Ça nécessite GTID et Role-Based Replication. Alors, parmi ce qui est important de noter, c'est que tout à l'heure, à Group Application, donc ce qu'il y avait cette partie-là, je parlais notamment de database failover automatique. OK, donc c'est Group Application, c'est une base de données distribuée avec une certaine notion d'intelligence, automatisation d'un certain nombre de choses, et notamment le failover, database failover, il est automatique, il est géré. Pour InnoDB Replica7, donc basé sur la réplication, on n'a pas cette partie automatique du failover. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence en termes de fonctionnement. Là, c'est pas vraiment, ça reste un cluster, mais c'est pas une base de données distribuée. Okay. Par contre, grâce au MySQL Shell, j'ai la possibilité en fait de faire le failover. OK, parce que je peux le faire sans MySQL Shell, évidemment, mais j'ai la possibilité avec une fonction de promouvoir un nœud secondaire en tant que nouveau primaire. OK, donc on facilite l'orchestration, on facilite la gestion à ce niveau-là. Alors, parmi les limitations également, j'ai pas de notion de multiprimaire, j'ai pas de notion d'architecture un peu complexe avec des notions de primaire, secondaire, avec différents rôles, différents étages, différentes couches en fait. Donc un primaire qui est également secondaire et primaire d'une nouvelle couche, etc. Donc on est vraiment dans de l'architecture assez simple, c'est-à-dire un primaire, et puis là j'ai autant de secondaires que je veux. Mais c'est ce qui est utilisé la plupart du temps, en fait, hein, donc ça correspond à plus de 80-90%, voire même plus des besoins de ce qu'on voit en général. Okay, mais si je veux faire une architecture plus complexe, je peux toujours le faire en 8.0 comme je pouvais le faire avant, mais je peux utiliser le package InnoDB Replica 7. Donc là, en fait, je vais utiliser, comme je le disais tout à l'heure, je peux utiliser la réplication MySQL asynchrone comme avant, manuellement, configurer mes nœuds manuellement, gérer mes architectures complexes, voilà, comme je veux, manuellement, ça je peux le faire. Si j'ai des choses un petit peu spécifiques, je peux le faire manuellement comme je le faisais avant, ça ne change pas. Si je veux quelque chose de facile à utiliser pour une utilisation assez classique, je dirais, le package InnoDB Replica 7 fait l'affaire. Alors, juste pour... ouais, on a un petit peu de temps. Alors, juste pour fixer les idées, donc les différents composants, alors c'est le même routeur, c'est le même shell, donc je ne parlerai pas de ces composants, juste la réplication, histoire de réviser un peu. Donc, comme vous le savez très certainement, notion de source de réplica, la réplication, j'ai un certain nombre de choses au niveau de la configuration. Il faut que les logs binaires soient activés. Donc, les écritures se font sur un nœud. Les écritures sont journalisées dans le log binaire, donc il faut qu'ils soient activés. Et puis, en fait, ils sont récupérés et envoyés sur l'autre nœud ou les autres nœuds et joués dans l'autre nœud ou les autres nœuds. Alors, pour être joués, ils ne sont pas joués directement. J'ai une notion de relais log
sorte de fichier tempo intermédiaire. Et puis, si le log binaire est activé sur le réplica, et également, ça va être écrit là-dedans. Donc ça, c'est le principe global, c'est juste pour avoir la culture générale. Et puis, comme vous le savez très certainement également, historiquement, c'était mono-threadé. Depuis, alors je ne sais plus quelle version, mais depuis un petit moment maintenant, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs appli threads, donc que ce soit multi-threadé sur le réplica. Ça peut être très très bon pour les performances. Je parlais de log binaire. Donc, log binaire, ce qu'il faut garder, hein, c'est que j'ai les modifications qui sont enregistrées dedans. J'ai également quelques informations contextuelles, mais voilà, c'est ça la notion de log binaire. Et la notion de GTID également. Alors, pour que la réplication fonctionne, le GTID n'est pas obligatoire, évidemment. Pour utiliser InnoDB Replica 7, par contre, comme on l'a vu, il faut obligatoirement que le GTID soit activé. Donc, le GTID, ça permet d'identifier de façon, donc c'est pour Global Transaction Identifier, ça permet d'identifier de façon unique chaque transaction. Ça a également quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la notion de auto-positioning. Donc, ça permet de faciliter le failover. Donc, pour le dire autrement, comme je le disais tout à l'heure, si je reviens un petit peu en arrière, je vais revenir là. Voilà. Donc, j'ai, avec mon package InnoDB Replica 7, en utilisant le MySQL Shell, j'ai la possibilité de dire que toi, qui réplica, tu peux devenir nouveau secondaire, nouvelle source, nouveau primaire. Donc, lui, il va devenir nouveau primaire. Par contre, l'ancienne, l'autre réplica, il va falloir maintenant qu'il se connecte au nouveau primaire, évidemment. Et puis, l'ancien, il va falloir qu'il se rebranche sur le nouveau. Donc ça va être géré grâce au shell. Donc, encore une fois, je peux le faire manuellement. Ce n'est pas forcément toujours trivial, quoique avec le GTID, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais là, l'outillage me permet de faire ça assez simplement. Donc, je reviens où je m'étais arrêté. Alors, comme vous le savez aussi très, très, très certainement, l'application, à quoi ça sert? Donc, plusieurs use cases. Parmi les use cases très utilisés, c'est le read scale out. Donc, l'idée, c'est que j'ai une application essentiellement en lecture, souvent ce qu'on voit dans le web. OK, donc source réplica. Donc, mes clients écrivent là et puis ils peuvent lire là, évidemment. Mais si je veux scaler mes reads, je peux le faire là. Et puis, j'ai de plus en plus de lectures. Donc, je peux rajouter des réplicas pour avoir plus de lecture, en fait. Donc, on est vraiment dans une architecture de read scale out. Ça sert à ça. Je peux également dédier certains réplicas pour certaines tâches spécialisées, pour du reporting, la BI, etc., etc. Donc, ça aussi, ça se fait très, 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 très souvent. L'idée, c'est que l'application va travailler en écriture, en lecture sur la source, sur le primaire. Et là, je sais que j'ai des requêtes qui sont assez impactantes en termes de performance. Je ne veux pas impacter l'application principale, donc je vais déporter des réplicas pour faire ce boulot-là. Donc, la réplication, ça sert à ça. Et puis, comme on parle de réplication asynchrone, en fait, hein, donc ça a du sens d'avoir... je suis moins sujet à la latence, contrairement à Group Application. Okay, donc, ça a du sens d'avoir des architectures avec des data centers un peu plus éloignés. Ça aussi, donc ça, j'ai mis ça en fait, je pense que ça va paraître évident, mais c'est mettre l'accent sur ça. Grosse différence avec ce qu'on a vu juste avant, Group Application. Donc, je parlais de database failover automatique. Avec la réplication asynchrone classique, on n'a pas ça. Donc, avec MySQL InnoDB Replica 7 ou le MySQL Application classique, on n'a pas ça. L'idée de l'architecture, voilà, j'ai mon primaire, mes secondaires. Le primaire crash, OK. Il faut que j'élise un nouveau secondaire, nouveau primaire. Il faut que je rebranche l'autre secondaire, si j'en ai plusieurs, sur le nouveau. Okay, donc ça, j'ai besoin d'outillage pour identifier que le nœud ne répond plus, il est tombé. Puis j'ai besoin d'outillage pour faire le changement. Donc ça, voilà, je peux le faire manuellement. Je peux développer mes propres scripts. L'idée de InnoDB Replica 7, c'est que, alors ça va pas aider pour identifier le crash du nœud, mais pour ça, j'ai du monitoring. Par contre, j'ai de l'outillage pour pouvoir promouvoir le nouveau primaire. Alors, un petit résumé. Storage Engine. Donc, pour l'application, de façon classique, ça peut être n'importe quel moteur de stockage. Hein. Dans le cas d'InnoDB Replica 7, comme son nom l'indique, c'est que l'InnoDB. On fera attention à ça. Et comme on a vu à partir de 8.0.19. La distribution, share nothing. Là, on est dans un modèle Eventually Consistency classique.
API NoSQL, toujours cette histoire de MySQL Document Store. On en a parlé le mois dernier. La présentation est disponible sur mon site notamment. Réplication de mode, donc on est dans de la réplication asynchrone, dans le cas de InnoDB Replica 7. Si jamais j'ai besoin de semi-synchrone, ou comme je le disais, d'architecture un peu plus complexe que les architectures, on va dire, basiques, dans ce cas-là, je peux utiliser la réplication tout simplement sans utiliser le package InnoDB Replica 7. Database failover, c'est manuel, comme on a vu, supporté partout. Et puis, si je pars sur du InnoDB Replica 7, encore une fois, c'est ce que je disais, parmi ce qu'on s'est mis comme objectif, c'est que ce soit très, très facile. Et c'est vraiment très, 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 très facile. Donc ça, fait partie des avantages non négligeables. Alors, au niveau de quelques fonctionnalités rapidement, alors il y en a beaucoup moins que pour le groupe application InnoDB Cluster, évidemment, mais j'ai toujours cette notion de clone support. Donc ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, pour ajouter un nouveau nœud, avant, qu'est-ce que je devais faire? Repartir sur une sauvegarde ou faire une nouvelle sauvegarde, la restaurer et puis rajouter le nœud. Là, j'ai juste à le brancher. Et grâce au clone, en fait, je n'aurai pas grand-chose à faire. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa d'un point de vue operation. Puis j'ai la possibilité comment dire, de changer à chaud de nouveaux rôles, de nouveaux primaires. OK. Donc si j'utilise le shell, voilà, cette primary instance, je dis que la nouvelle instance primaire, c'est dans ce cas-là la A. OK, donc ça, c'était la B et c'est la A. Donc j'ai cette possibilité-là. Encore une fois, je peux le faire sans le shell, mais il faut que j'ai mon outillage pour ce faire. Là, le shell le gère. C'est voilà, vraiment très simple. La sécurité, également un point important. Pareil que tout à l'heure, on a la possibilité de chiffrer les connexions entre les différents nœuds. Le shell et le routeur, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur ça. La seule petite différence, donc c'est toujours l'objet DBA, mais la seule petite différence, c'est que tout à l'heure, on avait des fonctions dédiées pour InnoDB Cluster. Là, on a des fonctions dédiées pour Replica 7. Donc là, pareil, je me connecte sur un nœud, ce nœud-là, et j'utilise donc dans DBA la fonction create Replica 7. Tout simplement, je lui donne un nom, et puis après, l'instance, vous connaissez, mais sur mon Replica 7. OK. Puis le statut, que vous connaissez également, mais c'est sur l'application 7, donc c'est des informations qui seront un petit peu différentes. Okay. Mais le principe reste le même. Donc là, j'ai créé un cluster MySQL Replication asynchrone de 2 nœuds sur 2.1 et 2.2 en 2 commandes. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Vous êtes occupés, les gars, ça fait plaisir. Le routeur, c'est pareil. J'en dirai pas plus. Je regarde si j'ai oublié quelque chose d'important. OK. Alors, la troisième solution que je vais présenter, c'est MySQL NDB Cluster, alors qu'on appelait dans le temps MySQL Cluster, enfin qu'on appelle toujours MySQL Cluster, qui est pas forcément un nom très heureux, mais voilà. En fait, on préfère l'appeler MySQL NDB Cluster parce que notamment c'est basé sur le moteur NDB en fait, tout simplement. Alors NDB Cluster, paradoxalement, c'est la technologie la plus ancienne des 3 technologies que je présente aujourd'hui, donc la plus mature. C'est également celle qui, en pourcentage d'utilisation, la moins utilisée, mais pas parce qu'elle est moins bien, mais parce qu'elle est beaucoup plus spécifique. Et OK. Alors, qu'est-ce que c'est MySQL NDB Cluster? Donc, c'est une base de données distribuée en mémoire qui permet des performances en lecture comme en écriture assez extraordinaires, en fait. Alors, donc, comme je disais, ça date depuis années 92, je crois, ou 98, dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment une technologie qui est très, très mature, en l'occurrence, qui n'a pas cessé d'évoluer, évidemment, qui est très utilisée, notamment dans les telcos, parce qu'on a de forts besoins de haute disponibilité et de performance aussi en même temps. C'est une technologie un peu différente du MySQL classique. Donc, il y a des avantages et puis quelques inconvénients. On va y venir juste après. À l'époque, on ne parlait pas de base de données NoSQL, mais c'est finalement une des premières, en tout cas une des plus bases de données NoSQL plus matures, parce qu'elle est foncièrement
elle est foncièrement NoSQL par l'architecture. Je reviendrai juste après. Excusez-moi. Hop là. Alors, a priori, au niveau des fonctionnalités, donc il y a une notion de sharding, partitionnement automatique. Tout à l'heure, on a vu pour la réplication asynchrone et également pour le cadre de groupe application. Donc, c'est des technologies qui sont intéressantes, notamment pour la scalabilité en lecture. Là, ce que MySQL NDB Cluster, donc pour la scalabilité en lecture, c'est intéressant, mais c'est également intéressant pour la scalabilité en écriture, en fait, notamment grâce à cette notion d'auto-sharding. Et puis, pour la cohérence aussi, on est pas mal. Alors, quand considérer NDB Cluster, donc vraiment les points forts, c'est qu'on a un fort besoin de haute disponibilité. Et puis, on a besoin de scaler de façon linéaire, notamment en termes d'écriture. Ça, c'est vraiment ces points forts. On parle donc de bases de données distribuées en mémoire et acide. Ça aussi, c'est une différence avec pas mal de technologies NoSQL un peu plus nouvelles, où on est vraiment dans... Enfin, c'est une base de données transactionnelle, en fait, acide. On a vraiment cette sécurité liée aux données, qu'on n'a pas forcément dans d'autres technologies. Alors, au niveau de l'architecture, en fait, elle est un petit peu différente dans le sens où, dans une base de ce qu'on a vu, donc MySQL classique, en fait, on va dire, le moteur MySQL et les données qui sont physiquement au même endroit. Là, dans le cadre de NDB Cluster, c'est physiquement séparé, en fait. On a la couche données qui est indépendante de la couche qu'on appelle application de layer, mais là, en l'occurrence, dans l'application de layer, je peux avoir du MySQL. Okay, donc, c'est vraiment, je peux les mettre sur des nœuds différents, sur des machines différentes. Mais en fait, comme je disais, c'est vraiment une base foncièrement NoSQL, donc dans le sens not only, le sens premier, not only SQL, hein, pas de SQL. Donc je peux faire du SQL évidemment, mais je peux également utiliser NDB Cluster de façon native sans passer par la couche SQL, donc en Java, en C++, avec Node.js, etc., etc. L'idée en fait, c'est que dans certains types d'applications, je peux avoir des besoins de performance extrême en écriture comme en lecture. SQL, c'est très très bien, mais ça, c'est quand même, comment dire, ça rajoute une certaine latence à ce niveau-là. Donc, quand j'ai des besoins très très forts, notamment en écriture, je peux passer directement, bypasser la couche SQL et passer directement en C++ ou en Java en général et pour manipuler les données. Par contre, là où le reste, le SQL, c'est très très fort, le relationnel est très très bien, enfin, le SQL, c'est très très costaud, c'est notamment pour la lecture de données et notamment pour faire des lectures un peu complexes, des jointures un peu complexes. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas forcément inventé quelque chose de mieux. Donc là, on est plutôt dans un mode reporting. Et donc là, je peux utiliser toute la force du serveur MySQL pour pouvoir lire les données, faire des jointures, typiquement. Donc mes données qui sont dans différentes tables. Donc ça, je vais pouvoir utiliser ma couche SQL pour faire cette partie-là. Alors au niveau de la couche des données, juste pour fixer un petit peu, donner un petit peu plus d'informations. Donc, on a une notion de data node, comme on a vu, un data layer, donc ça, c'est les data nodes. On a l'application layer, donc les applications nodes, SQL node, et puis les autres types de nœuds. Donc, dans la couche data node, pardon, donc on a une notion de partitionnement des données qui est automatique, de sharding des données qui est automatique. Donc, les données, en fait, vont se mélanger de façon automatique. Je vais montrer comment juste après. Et puis, on a une notion également de haute disponibilité de copie des données, en fait. Donc, en général, on part sur 2 copies, mais j'ai le choix entre 1 où j'ai pas de copie du tout et 4 où j'ai 4 fois les données. Donc, au niveau de ma couche de nœuds, en général, là, typiquement, là, on a des data nodes de 2. Donc là, j'aurai une partie des données qui va être répliquée là, une autre partie des données qui va être répliquée là, une autre partie des données qui va être répliquée là, etc., etc. Donc, en gros, là, j'ai 25% des données, 25 autres, etc., etc. Donc, ça, c'est une architecture. Je pourrais partir sur que de nœuds, évidemment, hein, où j'aurai 100% des données là et 100% des données là. Donc, ça un mode réplica de 2. Je pourrais partir sur quelque chose de beaucoup plus dangereux, réplica 1, où j'ai 50%, donc j'ai pas ça, j'ai que ces données-là, 50% des données là et 50% des données là. Donc, en termes de performance, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Par contre, si je perds un nœud, je perds tout, en fait, tout simplement. Donc, en général, on part sur du n égale 2, ou si j'ai plus de besoin de sûreté, de réplication, je pourrais partir sur du 3 ou sur du 4. Donc, n égale 4, ça veut dire que là, j'aurai 50% des données ici et 50% des données là. Bon, c'était juste pour fixer un peu les choses, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais là, encore une fois, c'est flexible. Donc, j'ai
le achat, donc la duplication des données qui est gérée automatiquement. Donc, je choisis le nombre. On va dire, en général, si on part sur du 2. Et puis, les données sont partitionnées, comme je le disais, par rapport à la clé primaire. En fait, donc là, c'est un exemple. En fait, chaque table va être fragmentée. Donc là, ce fragment-là sont sur ce nœud-là. Ce fragment-là, il est sur ce nœud-là, etc., etc. Donc là, mais ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que c'est totalement transparent. J'ai rien à faire à ce niveau-là. Et, et voilà, donc les données sont fragmentées et sont copiées et fragmentées automatiquement. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc, c'est une base de données en mémoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le savez, un accès mémoire, c'est beaucoup moins coûteux qu'un accès disque, hein. Donc, ça, c'est super bon pour les performances. C'est également bon très, très bon pour la latence, en fait. C'est-à-dire que, euh, euh, alors, la latence, oui, mais ce que je veux surtout dire, c'est la prédictibilité. C'est-à-dire que ma requête aura la même requête, qui envoie toujours le même résultat, aura toujours le même temps d'exécution, en fait. Je n'ai pas le bon mot qui me vient à l'esprit, mais c'est également pour ça, c'est également intéressant pour ça. Et là, je fais écho notamment aux besoins qu'on trouve notamment chez les telcos, donc la prédictibilité. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, les temps sont prédictibles. Donc, ça, c'est également important. Il y a moins de variance, en fait. Alors, c'est en mémoire. Par contre, j'ai du flush des datas sur disque quand même de façon asynchrone. Donc, c'est-à-dire que si jamais tout s'arrête, je ne perds pas mes données. Okay, donc, j'ai automatiquement les données qui vont être flushées sur le disque. Donc, c'est-à-dire que voilà, dans le pire des cas, j'arrête mon cluster, je remonte mon cluster, j'ai mes données. Alors, j'ai des outils pour faire des sauvegardes, des restaurations et tout ce qu'il faut, évidemment, en ligne, tout ça, online. Mais voilà, donc c'est une base de données distribuée en mémoire avec sauvegarde des données sur le disque. Voilà. Et c'est, encore une fois, hein, c'est une base de données acide. C'est également une grosse différence avec pas mal de techno NoSQL plus modernes. Donc au niveau des use cases, comme je le disais, c'est beaucoup utilisé en telco dans les HLR, si ça vous parle. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Je peux avoir, encore une fois, deux modes d'utilisation qui peuvent être en même temps, hein. Un mode NoSQL, donc manipuler directement les données sans passer par la couche SQL en Java, en C++, en utilisant les API pour ça. Donc, c'est ce qu'il y a de plus performant, évidemment. Et puis, pour tout ce qui est manipulation un peu plus complexe, je peux passer par la couche SQL pour le faire, ou je peux tout faire en couche SQL, ou je peux rien faire en couche SQL. Donc, j'ai toute cette flexibilité-là avec MySQL NDB Cluster. Alors, pour résumer, donc c'est pas basé sur InnoDB, c'est basé sur le moteur NDB, Network Database. Donc, c'est un moteur spécifique. On est toujours dans du share nothing, donc ça, c'est cool. On a une forte cohérence. Je parle bien, c'est une base de données acide. J'ai l'API NoSQL, donc c'est une API native, NDB, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je peux nativement manipuler les données en passant par l'API NDB sans passer par du relationnel. Pour ceux que ça intéresse, c'est du two-fast commit. Hein, donc, on est dans de la réplication synchrone. C'est parce qu'on a vu, par exemple, c'est différent de la réplication classique. Ça, c'est automatique, supporté par toutes les plateformes qu'on supporte. Voilà. Ce qui est également intéressant à avoir en tête, c'est que c'est quand même un peu plus complexe que le MySQL classique. Et donc, ce qu'on a vu, les technologies qu'on a vues à mettre en place et à gérer, en fait. Alors, on a un outil qui, lui, n'est pas open source, qui s'appelle MCM, donc qui fait partie du package entreprise, qui permet à nos clients de gérer NDB Cluster de façon beaucoup plus simple. Donc, ça simplifie vraiment beaucoup les choses. Mais sinon, effectivement, par rapport à ce que vous connaissez de MySQL classique, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, c'est quand même beaucoup plus complexe. Le monitoring, je vais en dire juste quelques mots, parce qu'avoir du clustering, c'est bien. Avoir de la supervision, c'est mieux. On a dans le package, non, ça c'est pas dans le package entreprise pour nos clients, on a l'outil qui s'appelle MySQL Enterprise Monitor qui permet de faire pas mal de choses, hein, du monitoring au sens large du terme, etc., etc. Mais j'ai également la possibilité de superviser tout ce qu'on a vu en fait jusqu'avant. Donc on a vu groupe application, je peux superviser mes nœuds MySQL, mes instances MySQL évidemment, superviser mes clusters,
l'état du cluster, donc pour la groupe application, pour la réplication asynchrone. Voilà, donc ça, c'est différents types d'architecture. Quand c'est vert, tout va bien. J'ai les statistiques, donc des nœuds, des bases de données distribuées, des réplications et des requêtes, les requêtes lentes. Enfin voilà, tout ce qu'on peut attendre d'un outil de monitoring. Donc je peux donc superviser groupe application, MySQL application et évidemment NDB également. Ok. Alors juste pour en dire quelques mots supplémentaires, donc dans le package entreprise, il y a le monitoring, puis j'ai également un outil de backup à chaud qui s'appelle MySQL Enterprise Backup. J'ai le Workbench version Enterprise, et puis j'ai également un certain nombre de fonctionnalités. Alors j'ai du support technique classique, du consultatif support, qui est vraiment bien. Et puis j'ai également donc, des fonctionnalités avancées, notamment liées à la sécurité. Juste là, je mets ça une petite image juste pour fixer un peu les idées. Donc la sécurité qui est un point vraiment important. Je peux donc monitorer, comme on a vu, je peux chiffrer mes données, j'ai mon clustering, je peux chiffrer mes connexions, et j'ai du SSO, etc., etc. Donc, ce n'est pas 100% lié avec le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, dans le package entreprise, sachez que vous avez tous ces outils-là. Alors, on a tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein. InnoDB Cluster avec Group Application, InnoDB Replica 7 avec MySQL Application, hein, qui sont open source, mais qui sont également évidemment dans le package entreprise. NDB Cluster également, qui est également disponible dans le package entreprise. On a la possibilité de superviser tout ça. Et on a également des fonctionnalités liées à la sécurité disponibles dans le package entreprise. Pour résumer, alors on a vu quoi? On a vu InnoDB Cluster, qui est basé sur MySQL Group Application. Encore une fois, le package clé en un, le routeur, le shell et le groupe application. Donc ça, c'est pour l'essentiel des use cases. Si jamais j'ai des use cases un peu différents, un peu spécifiques, je peux utiliser que le groupe application avec mon proxy préféré et gérer le groupe application manuellement ou avec le shell. La réplication, pareil, que vous connaissez. J'ai le package depuis 8.0.19 qui s'appelle InnoDB Replica 7. Là encore, la clé tout en un. Facile à utiliser. Le routeur, le shell et la réplication. Si jamais j'ai des besoins un peu plus spécifiques, je peux utiliser la réplication toute seule avec ma couche, mes VIP, tout ce que je veux, mes proxys, voilà, comme je veux. Donc, les architectures qu'on utilisait avant, hein, c'est toujours possible en 8.0, évidemment. J'ai NDB Cluster qu'on vient de voir, donc une technologie un peu plus fine, un peu plus spécifique, un peu plus complexe, mais beaucoup plus puissante qu'on a vu. Alors, quelle est la technologie intéressante pour vous? Quelle technologie vous devez utiliser? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Ce que je dirais, c'est que dans 90-95% des cas, vous avez un besoin de achat avec du MySQL. Ce sera ce qui va vous convenir, ce sera le package InnoDB Cluster ou InnoDB Replica 7. Donc, plus de 9 fois sur 10, ce sera une de ces deux solutions, pardon. L'idée, c'est que moi, ce que je vous conseillerais, c'est de partir sur l'InnoDB Cluster, parce qu'il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités automatisées qui rendent la vie beaucoup plus simple pour le DBA et donc plus simple également pour l'application. Donc, partez sur InnoDB Cluster. Alors, évidemment, vu qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités, il y a également en pendant des prérequis. Si votre application ne respecte pas ces prérequis ou si pour des raisons X ou Y, vous ne pouvez pas avoir d'une InnoDB Cluster du groupe application, partez sur la réplication, donc soit le package InnoDB Replica 7 ou MySQL Application, donc en deuxième choix. Et puis si jamais ces deux choix-là ne conviennent pas, alors essentiellement parce que vous avez besoin de plus, les SLA sont plus forts, donc plus de disponibilité ou plus de performance, notamment par rapport au groupe application, NDB Cluster peut faire l'affaire. Okay, donc en priorité, ce serait InnoDB Cluster, c'est facile à utiliser, ça répond à l'essentiel des besoins. Donc le package ou la technologie Group Application avec votre proxy préféré. Un peu moins cher, parce que InnoDB Cluster, c'est 3 nœuds minimum. L'application, c'est 2 nœuds minimum. Ce n'est pas les mêmes fonctionnalités non plus, évidemment. Donc un peu moins cher peut-être, mais un peu plus de charge pour le DBA et un peu plus de risque potentiellement pour l'application.
parce que là, on est sur de l'asynchrone. Là, on est sur, on peut être sur du synchrone, en fait, tout simplement. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes requirements non plus. Donc, c'est pas, voilà. Donc, faire attention à ça. Mais si InnoDB, si ça ne convient pas, réplication peut faire l'affaire. Et puis, si les prérequis, si vous voulez aller plus loin, ou l'application demande plus, excusez-moi, hop, je me fais spammer, NDB Cluster. Voilà pour aujourd'hui. Donc, pour vous aider à faire votre choix, il y a un certain nombre de ressources dans les slides, des tutos, de la documentation, etc., etc. Et évidemment, vous pouvez nous contacter pour d'autres questions, des besoins, de l'aide. On est disponible. Voilà pour moi. Est-ce qu'on a... J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de questions, donc ça c'est cool. Est-ce qu'on a... Il y a des questions pour toi encore. Il y a des questions pour moi. J'écoute. Alors, elles sont Ouais, elles sont dans le chat plutôt. dans le chat. OK. Ah, Alors, il en reste une, même, tu sais bien, comme c'est toi l'expert même, je te laisse. ça marche. Je ne trouve pas. Alors, je vais commencer par le bas. Je suis désolé si j'en oublie. Je vais commencer par. Je ne trouve pas l'onglet topologie dans même 8.0.22. Ah ah. Oui, en fait, je crois savoir pourquoi. Alors, je ne vais pas le montrer là parce que j'ai pas tout. Mais en fait, pour topologie, il faut que tu ailles en fait sur un réplica, enfin sur une. Putain, comment dire ça en français et de façon correcte. En haut à gauche, tu peux choisir ton groupe de serveurs, et puis après, tu peux choisir tes nœuds. Il faut que tu ailles sur un nœud qui appartienne à un cluster. Et là, en cliquant sur ça, tu auras l'onglet topologie. J'espère que c'est clair. Mais voilà, il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Donc, il faut être sur un nœud qui fait partie d'un cluster. Et là, tu auras l'onglet topologie. Et oui, c'est ça, en plus. Derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Olivier, il y a une question sur le pricing. Si tu Ouais, permets, je vais y répondre. ouais, vas-y. Alors, donc, en fait, c'est très simple. Nous proposons une solution enterprise où vous avez pas mal de fonctionnalités à l'intérieur. J'ai partagé le lien dans le chat pour avoir plus de détails sur les différentes fonctionnalités. Et le mode de licensing se fait par serveur physique et dans un environnement virtualisé sur un cloud, c'est par VM. Donc, c'est une souscription annuelle. Voilà. Donc, pour plus d'informations, parce que de toute manière, les tarifs sont publics, c'est la souscription Enterprise, c'est 4 488 € par an et par serveur. Voilà. Ensuite, il y a différentes solutions. Il y a MySQL Database Service, en fait, qui est MySQL dans le cloud d'Oracle, qui est géré par nos équipes, où vous pouvez trouver un petit peu plus de détails sur notre site internet, où même on a pas mal de documentation. Je vous en ai partagé quelques-unes dans le chat. Donc, si vous avez plus de questions, on pourra en parler. Et ensuite, il y a notre nouvelle solution HeatWave qui agit comme un booster de requêtes et qui vaut le coup d'œil. Là aussi, je vous ai partagé le lien dans le chat. Donc, vous pouvez regarder ça. Et si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. J'espère que j'ai été clair. D'autres questions? Profitez. Une question, est-ce que la solution Enterprise, on peut utiliser le NDB Cluster? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, dans la solution Enterprise, il ne s'appelle pas NDB Cluster, il s'appelle Carrier Grade Edition, CGE. Mais voilà, ça reste ce que je vous ai présenté rapidement, avec notamment le MCM.
qui fait quand même toute la différence. Ça simplifie vraiment la gestion opérationnelle, la gestion opérationnelle du cluster. Mais oui, tout à fait, c'est disponible. Donc, clé nœud pour groupe application. Préférable, plus la latence est faible, mieux c'est. Moins il y a de choses, donc ça marche sans, mais en fait, ça va vraiment dépendre de l'application. Donc, oui, plus la latence est faible, plus le tuyau est gros, pour parler vulgairement, mieux c'est, évidemment. Après, en fonction de ton application, ça peut être une nécessité ou pas du tout nécessaire. Je ne sais pas si tu as un autre point de vue, Frédéric. Non, un réseau dédié, c'est toujours intéressant pour n'importe quelle réplication, je vais dire. Point de vue, même sécurité, tout ça, c'est toujours intéressant. Maintenant, tout le monde ne le fait pas, mais ça dépend aussi des cartes réseau. Mais c'est parce que le trafic de la réplication peut être assez conséquent aussi. J'ai pas l'impression qu'une majorité d'utilisateurs le fait, mais je ne sais pas si. La majorité des utilisateurs fait aussi des choses très, très moches. Non, mais il y avait une question tout à l'heure avec les primary keys, des tables sans primary key. Même si on n'utilise pas la réplication, les primary keys, il en faut. Il en faut parce que c'est très mauvais de ne pas en avoir pour InnoDB. Et j'ai fait une série d'articles récemment là-dessus que j'ai mis dans la réponse. Euh, et donc, oui, il y a des choses que les gens font, mais que c'est pas bien. Je suis d'accord. Alors, c'est vrai, alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. D'un point de vue SQL, il n'y a aucune obligation d'avoir des clés primaires dans ces tables. Ce qui est compréhensible d'un point de vue performance, et notamment pour InnoDB, effectivement, mais c'est vraiment important de le dire, c'est une très, très, très mauvaise idée, une très, très mauvaise pratique de ne pas en avoir. Donc, s'il vous plaît, mettez des clés primaires, même si c'est des clés primaires, comment on dit ça, artificielles, alors le terme m'échappe, mais mettez des clés primaires pour InnoDB, il en faut, c'est mieux. Alors, Olivier, il y a une question. Alors, comment passer de l'open source à enterprise? C'est assez simple. Hein. C'est hyper simple. Après, ce serait plus par rapport au besoin, en fait. Quel est le besoin? Mais en gros, c'est des binaires différents. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, ça, dans le pire des cas, il faut changer les binaires. Voilà. Donc, c'est une procédure d'upgrade. Et dans certains cas, donc ça dépend du besoin, je peux ne même pas en avoir besoin. Voilà. Et comment convaincre ceux qui utilisaient l'open source de passer à la version enterprise? Je dirais, ça dépend de la criticité de l'application. Si vous avez une application qui commence à être critique, il vaut mieux avoir tous les outils en place pour la sécuriser, avoir des outils de haute dispo, de backup et autres. Hein. On va dire que l'argument principal, c'est vraiment la criticité. C'est vrai que pour prendre une analogie un peu triviale, si vous ouvrez un blog comme Olivier, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'entreprise. Mais si vous commencez à avoir un blog qui commence à vendre des choses ou un site de e-commerce, là, on peut penser à la version entreprise. Voilà. Donc, c'est la criticité. Oui, je suis d'accord. En fait, pour le dire un petit peu différemment, c'est ce que je montrais avec ce slide-là, alors qui concerne l'achat. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, en fonction de la criticité, c'est qu'est-ce que ça va me coûter si j'ai un problème que je ne sais pas résoudre rapidement, ou j'ai pas les outils pour le résoudre, ou j'ai pas les outils pour, encore mieux, l'anticiper, en fait. C'est ça. C'est une question de coût. Donc, pour quelque chose de pas critique, je peux comprendre de ne pas avoir ça ou d'avoir un autre modèle. Plus ce sera critique, plus le risque est grand. Il faut vraiment voir entreprise comme une assurance, en fait. C'est une assurance. Je vais montrer le slide.
Mais donc, il y a du service, excusez-moi, ça va un peu vite, mais je vais juste montrer le slide. Voilà. Il faut vraiment voir ça comme une assurance. Donc, j'ai du technical support. Donc, ça, c'est assez classique, mais c'est quand même en général mieux que Google. Voilà, j'ai du consultatif support. Je n'ai pas détaillé, mais le consultatif support, c'est. Donc, le support, c'est j'ai un problème, j'ouvre un ticket. Le consultatif support, c'est j'ai un projet où je veux faire quelque chose. Vous, expert MySQL, est-ce que vous pouvez revoir mon architecture ou me guider, me montrer les bonnes pratiques voilà, j'ai fait quelque chose, je fais des requêtes. Est-ce que vous pouvez revoir les requêtes, les optimiser, mon schéma, genre des choses-là. Donc, ça fait partie du package. Et puis, on a surtout des outils. Donc, on a du monitoring. Alors, certes, on peut trouver du monitoring ailleurs, mais là, on a du monitoring qui est fait par nous, qui est intégré. On a l'outil de backup qui est fait par nous, qui est intégré. Et puis, on a également, ça, c'est vraiment un gros point important, c'est la sécurité. Ça, c'est vraiment, je pense, un des leviers qui font basculer de communautaire à enterprise, c'est vraiment la sécurité par rapport aux différentes normes, le RGPD, PCI DSS, etc. Et même par rapport aux différents risques, en fait, tout simplement. Hein. J'ai de l'outillage pour faire du SSO, pour faire de l'auditing, pour le chiffrement, ça c'est assez populaire. J'ai le firewall, j'ai du data masking, etc. etc. C'est vraiment cette notion-là, c'est le risque que j'ai de fonctionner avec les forums, avec mes connaissances perso, etc. Et par rapport à être accompagné par l'éditeur, par ceux qui font le produit, en fait. C'est vraiment ça. Voilà. Je vous ai partagé le lien sur le support consultatif où à l'intérieur, vous avez tous les détails. Hein. Et donc, si vos connaissances sur MySQL ne sont pas... s'il y a des petits trous, ils seront là justement pour vous conseiller. Ça, c'est vraiment le plus. Hein. Tu as une autre question sur le QA? Je la vois. Ah, Open, ça doit être là. Sur le groupe réplication, ouais. Est-ce que l'ajout d'un index bloque les écritures sur les autres Oui, en fait, là, on est dans un mode de réplication totale. Donc, tout ce que je vais faire sur un nœud va être répliqué sur les autres nœuds. Donc, ça, c'est le principe général. Après, pour les ajouts d'index, oui, c'est bloquant, oui. Ça va le bloquer quand il sera fini seulement. Donc, ça ne va pas bloquer sur les autres serveurs. Il sera répliqué que quand il sera fini sur le premier. Donc, si ça prend 2 heures sur le premier, pendant 2 heures, je veux dire, ça va passer, sauf qu'à un moment, le premier, il va dire, écoute, moi, je sais pas si c'est un index bloquant, parce qu'il y a des index qu'on peut écrire sans bloquer l'écriture complète. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Ce n'est pas un problème. Tu as une autre question? Voilà. Lorsqu'on a une charge transactionnelle importante sur une base source, à répliquer, quelle est l'architecture conseillée à mettre en œuvre côté source et côté cible? Je fais une réponse de consultant, ça dépend. Oui, ça dépend ça veut dire quoi, charge transactionnelle importante et si la source c'est, je veux dire, gérer le workload, il n'y a pas de raison pour que les autres ne le puissent pas. Sauf si, bien sûr, on a un super gros serveur comme source et une bêtise en Docker comme Replica qui, lui, n'arrive pas à suivre, mais bon, ça, c'est logique. Ça, c'est une mauvaise architecture. Mais juste en complétant, d'ailleurs, depuis MySQL 5.7, je crois, en tout cas en 8, ça c'est sûr, notamment avec des architectures de réplication, donc en groupe application ou en MySQL réplication classique, les transactions peuvent passer plus vite sur le réplica que sur la source, en fait. Donc, ça veut dire qu'une grosse charge transactionnelle sur une source
peut être répliqué plus simple, peut passer mieux en fait, sur les réplicas que sur la source. Donc, poser moins de problèmes aux réplicas qu'à la source. Donc, ça dépend vraiment ouais, du contexte. Quoi. Mais ouais, à savoir qu'effectivement, je crois que c'est 5.7, c'est ça? C'est ça. Et alors, mais en 8.0, c'est encore mieux. Et alors, on peut aussi répliquer en parallèle. Donc, je veux dire, il y a pas, il y a plus tous ces problèmes où on avait beaucoup de transactions qui arrivaient sur une source et que les réplicas, elles les traitaient une à une et très doucement. Ça, c'est révolu. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions techniques ou commerciales? N'hésitez pas. Merci Eric pour les questions. Merci Eric, merci à tous hein, pour les questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre par la suite sur les différents par mail, les réseaux sociaux, enfin, comme vous voulez. Je ne sais pas quel est le programme du mois prochain, mais normalement, on en a également un le mois prochain. Il n'est pas encore défini. Mais restez à l'écoute et on se revoit le mois prochain pour un nouveau webinaire. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn aussi, c'est très bien, ou par email. Donc, on se fera un plaisir de faire des sessions personnalisées avec vous, hein, si vous avez des questions. Oui, on fait ça aussi, c'est vrai. Voilà, voilà. Alors, merci Olivier, merci Fred Merci pour à votre tous. temps aujourd'hui. Et puis, merci à tous les participants. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, Bonne un bon journée. week-end. Oh, c'est Salut, loin. bye bye. Bonne journée, à bientôt. Bye à tous. Bye. Bye.